Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Odile Rougeol, qui est une amie de longue date de Luxury Insight, une grande experte de l'industrie du luxe et de la beauté, ancienne CEO de Lancôme, et qui aujourd'hui veille depuis la Silicon Valley à découvrir les pépites qui vont rayonner à travers le monde. Odile va nous partager sa vision du monde de la beauté, de la mode et du luxe aujourd'hui, et également naturellement sa magnifique expérience. Alors, bonne balade à tous, bon voyage et bon podcast. Odile Rougeol, bonjour. Bonjour. Pour commencer, j'avais une question pour vous. Qu'est-ce que Fashion and Beauty Tech ? Fashion and Beauty Tech, alors Fab, c'est une communauté qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans à San Francisco, au démarrage avec des entrepreneurs et des investisseurs de la Silicon Valley, dans la mode et la beauté. En fait, le miracle de la Californie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout et que maintenant, c'est une communauté de 2500 entrepreneurs et venture capitalistes qui sont en Asie, en Europe, en Amérique latine et qui se réunissent à peu près tous les 3 mois pour partager ce que j'appelle des learnings, enfin des informations sur ce qu'ils font, que ce soit en termes de talent, de marché, de croissance, de nouvelles technologies et qui essayent d'aider d'autres entrepreneurs à un stade moins avancé qu'eux. En fait. C'est très tech du coup quand même comme approche. On est vraiment sur les futures générations de sociétés. Alors la tech maintenant ça englobe tellement de choses. C'est comme le digital. C'est à partir du moment où il y a de la data, des données sur soit des utilisateurs, soit des clients. Ou du social commerce, que ce soit sur Instagram ou en Chine sur WeChat ou Weibo, ces personnes-là sont présentes. Les seuls entrepreneurs qui sont rarement invités, c'est effectivement s'ils étaient tout seuls dans leur cuisine à faire leurs produits et peut-être avoir un pop-up, mais ne pas comprendre cette partie de connexion sur soit les réseaux sociaux, soit sur des plateformes qui leur permettent de vendre les produits. Ce qui est intéressant, c'est que vous venez de cet univers où, alors sans être la personne qui fait sa crème de beauté dans la cuisine, mais vous venez de l'univers vraiment beauté à l'origine. Oui, j'ai passé plus de 25 ans, effectivement, ça ne me rajeunit pas, dans des grands groupes comme Chanel, puis Saint-Laurent et puis L'Oréal, où le dernier job occupé que j'avais a été présidente CEO de Lancôme, qui, je crois, maintenant a comme marché d'ailleurs principal la Chine, je crois qu'il est en train de dépasser les États-Unis et vient d'atteindre, vu ce qu'avait dit Jean-Paul Lacon, 3 milliards de chiffre d'affaires. Ce qui est plutôt joli. Donc c'est une belle marque du sélectif. Et ensuite, j'ai complètement changé d'univers. Je suis partie dans les telcos, chez Orange, où j'ai eu la chance, c'est pour ça que je suis partie il y a 4 ans dans la Silicon Valley, de rencontrer les gens d'Apple, de Google, de Facebook, Twitter. Et du coup, de rencontrer aussi beaucoup de startups qui permettaient d'utiliser des data analytics et de comprendre mieux les clients. Et je me suis dit, c'est passionnant, ces gens sont très humbles. À chaque fois qu'ils ont réussi, ils me disent, j'ai eu de la chance, j'étais au bon moment, j'avais la bonne équipe. Et ça m'a donné envie de venir en Californie. Avant de plonger sur l'univers californien, la dynamique que vous voyez au quotidien là-bas, sur votre parcours, qu'est-ce que vous avez appris finalement dans l'univers de la beauté qui vous sert aujourd'hui ? Quelle a été votre évolution dans cet univers-là ? Et finalement, à un moment, pourquoi vous avez switché vers un univers complètement différent ? Alors, moi, ce que je retiens de ma carrière dans la beauté, c'est en particulier chez L'Oréal, j'étais tout le temps dans les avions. Je crois qu'on était dans 135 pays avec Lancôme. Donc, je passais régulièrement à Tokyo, à Séoul, à Shanghai ou à New York. Le côté multiculturel vous oblige à être pensée globale, mais en même temps avec des spécificités locales. Et je pense que c'est assez particulier à la mode et à la beauté. D'accord. Parce que c'est des très grandes marques sublimes qui inspirent, mais en même temps, il y a des besoins particuliers. Particuliers en cosmétique, on était beaucoup sur les whitening, sur les skincare, donc les produits blanchissants en Asie, mais il y a des besoins très différents. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est que plus on est ouvert, plus on rencontre des gens différents, plus on est fort, intelligent d'une certaine manière, parce qu'on prend un certain recul et on arrive à tirer des traits et à comparer. En fait, ça, je l'ai gardé même dans mon mode actuel, de mélanger un peu différentes cultures ou différents écosystèmes. De la partie Orange, qui est vraiment un univers broadband, mobile, entertainment, c'est une force très forte en ingénieur. Donc, je devais être une des seules HEC à part Stéphane Richard, qui est le grand président du groupe. Je pense que la culture analytique, la culture de la Silicon Valley, qui est très tech, permet d'être extrêmement rigoureux dans ce qu'on fait, dans les approches, dans les assessments d'une situation, d'être peut-être plus prudent, contrairement à toute attente, dans la façon de délivrer un produit ou un service, d'itérer, d'être très agile.
Ça oblige à être beaucoup plus en transversal. Et je pense que du coup, les REIT sont, contrairement à tout attendre de la tech, on a toujours l'impression que c'est très rapide. C'est très rapide dans les itérations et le loop d'optimisation, mais en même temps, c'est une vision assez long terme. Ouais. Donc, c'est des univers qui ne sont pas avec le même rythme de temps. La beauté, pourquoi vous êtes parti ? Vous aviez fait le tour, je me suis dit que la culture de L'Oréal a été extraordinaire et quand on est dans le meilleur groupe en cosmétique, on n'a pas envie d'en faire un autre après, voilà. Et en même temps, je me disais qu'il y avait une autre façon d'innover, une autre façon de faire et que j'allais pas changer la culture du groupe qui est formidable et qui fait qu'ils réussissent. Oui. J'avais envie de voir ailleurs en fait, de voir différentes approches, une approche peut-être différente de l'innovation. Et en termes d'ouverture, justement, de passer de la beauté à cet univers tech. Ça vous a demandé aussi de l'adaptation ? Ça vous a demandé une période... Oui, bien sûr. Les Qu'est-ce qui premiers s'est mois, passé pendant ce temps-là ? je crois que je devais comprendre à peu près 70% des réunions en étant ambitieuse. Hein. D'accord. Donc ça rend modeste. Ça apprend aussi à être beaucoup plus dans les questions ouvertes. Parce que quand on maîtrise très bien une verticale, comme diraient les Américains, en tout cas une industrie, on se pose moins de questions parce qu'on est dans sa zone de confort, on se dit c'est comme ça qu'on fait, etc. Quand vous arrivez avec un regard neuf sur une autre catégorie de produits ou de services, vous revenez aux fondamentaux, c'est-à-dire à vous dire pourquoi c'est comme ça. La compréhension. Voilà, la compréhension. Ouais. Et je pense que ça m'aide beaucoup, y compris maintenant quand j'aide des startups, parce que on pourrait se dire une startup c'est une startup et qu'est-ce qu'on peut apporter en étant plus vétéran. En même temps, ils ont beaucoup besoin de la notion de culture, de gouvernance, de process, d'aider à prendre du recul par rapport à des crises qu'ils ont régulièrement, puisque être entrepreneur, c'est un longue journée, comme on dit. Et donc, ça m'aide régulièrement d'avoir acquis cette dimension de questionnement, en fait. Sur le départ aux États-Unis, vous êtes parti quand aux US ? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans ? Oui. Vous étiez parti pourquoi, finalement ? Vous saviez déjà ce que vous alliez faire ou, Alors, nous, on est un projet peu parti la fleur au fusil, ce qui a fait très peur à nos grands adolescents qui sont maintenant de jeunes adultes qui nous ont dit mais vous êtes complètement fous, vous avez un confort de vie à Paris. L'idée, déjà on avait vécu à New York il y a maintenant 12 ans, donc j'avais beaucoup apprécié ces années dans un autre univers, parce que quand on va à l'étranger, quand on vit à l'étranger, pas juste à prendre l'avion, ouais. On est obligé de se repositionner en tant que personne par rapport à sa propre culture, en l'occurrence française, européenne, et donc ça aide déjà à se mettre dans une zone d'inconfort qui vous permet de continuer à grandir, j'allais dire, en tant que leader. Donc c'est ça que j'avais envie de faire. Alors en revanche, un peu naïvement, on pensait qu'on allait chacun trouver un job. Mon mari est dans le conseil, mais pour moi, un job dans une des grosses unicorns de la vallée. Pas du tout, c'est assez compliqué puisqu'en fait ils ont des gens qu'ils ont suivis depuis un certain temps et comme toute pyramide de ces grands groupes, c'est pas forcément la logique. Donc finalement je me suis improvisée. C'est-à-dire ils ont déjà leur pool. Ils n'attendent pas quelqu'un qui arrive jeune cinquantenaire dynamique avec tout le background. Ils sont très impressionnés quand tu vous rencontres, ils vous serrent la main, mais en même temps ils se disent ça rentre pas dans les cases. Voilà, rentre pas dans les cases. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elle ? Donc sur les conseils d'amis, j'ai rencontré ce qu'on appelle les venture capitalistes, donc les personnes et les ventures qui financent les startups, qui eux-mêmes sont un peu les rois de la vallée, puisque c'est eux-mêmes qui accompagnent les fondateurs qu'ils ont financés et qui m'ont présenté au final à leur portfolio en disant finalement tu connais les services avec Orange, tu sais ce que c'est que l'innovation avec L'Oréal qui est internationale, et en même temps tu as été board member de différentes entreprises dans des banques et assurances, rencontre-les et si ça se passe bien, il se passera des choses. Et donc j'ai commencé rien à voir avec la beauté et la mode, plutôt sur la banque, l'assurance, des services, des social media analytics, parce que je comprenais l'écosystème. Et en fait, je les aidais à comprendre comment des grandes entreprises décident ou quelles sont les problématiques de CEO ou de general manager, ce qu'ils n'ont pas l'occasion tous les jours d'avoir. Ils n'ont pas la visibilité là-dessus. En fait. Et de fil en aiguille, le réseau s'élargit. Et qu'est-ce que vous avez appris au contact de ces structures ? C'est des boîtes qui font quelle taille ? De tout. Varo Money vient de lever, je crois, de 170 millions. Et sur la FinTech, il vient normalement d'avoir la charte bancaire. Donc ça va devenir une nouvelle banque pour les millennials. Donc ils sont partis de l'AI et de l'automatisation des messages. Et du fait qu'il n'y ait peut-être pas besoin de toutes ces agences et ces frais de structure. Donc c'en est une plutôt grosse. Mais ça peut être Social Standards, par exemple,
exemple, qui est sur la data et l'influence, mais pas simplement les grands influenceurs, aussi le user-generated content, ça veut dire vous, si vous êtes spécialiste des vélos, ou moi, spécialiste des sneakers féminins, ça permet de savoir quel contenu est posté sur Instagram et de corréler certains éléments et de prédire les tendances de demain. Donc en ce moment, ils sont à fond, par exemple, sur le CBD. Donc eux viennent de lever plutôt le CBD, la molécule de cannabis qui permet, dans les alcools, vins et spiritueux qui sont remplacés par des soft drinks et dans la beauté, d'avoir la partie healing, donc apaisante de la molécule et donc des effets du cannabis. D'accord. Voilà, donc eux, ils ont levé 20 millions par exemple, pour donner un exemple. Voilà. Et c'est des sociétés que vous continuez de suivre ? Oui, absolument. D'accord. Donc c'est plutôt en board ou en advisor. Du coup, cette période-là, ça a duré combien de temps pour vous Ça continue toujours maintenant, il y a 4 ans. Voilà. D'accord. Et par contre, vous avez continué de vous impliquer dans ce qui est Business Angel sur la côte ouest américaine, c'est ça ? Absolument. Alors en fait, quand on crée quelque chose, la communauté que j'ai créée, Fashion and Beauty Tech, donc Fab, c'est plutôt comme un mentor, parce que j'avais beaucoup de jeunes entreprises avec d'ailleurs des fondatrices souvent, ou des minority founders comme ils disent, des Noirs américains, des Hispaniques, qui du coup sentaient en relation de confiance avec moi en disant les Françaises, vivant dans la Silicon Valley, on prenait un petit café, et je me disais j'ai quand même pas un impact démesuré sur leur entreprise ou sur leur vie, en parlant avec eux une demi-heure ou 1 heure les jours où j'avais un peu plus de temps. Et donc je me suis dit qu'ils seraient sur scène ensemble et qu'ils apprendraient les uns des autres. Donc maintenant les réunions ont à peu près 100 personnes qui assistent, qui sont tous entrepreneurs et investisseurs. Les donc investisseurs... C'est des réunions qu'on lieu régulièrement ? À peu près tous les 3 mois, selon les pays. Et du coup le jeu, c'est que c'est pas le start-upper qui va pitcher l'investisseur, ce qu'on voit régulièrement dans la Silicon Valley, avec en particulier des investisseurs qui sont un peu... Quand je dis condescendant, patronizing en disant c'est ça que vous auriez dû dire, etc. Là, ils sont à interviewer, comme vous faites avec moi, l'entrepreneur. Et l'autre jour, je me suis retrouvée avec Nicole Quinn qui vient de signer avec Lady Gaga et qui est partenaire chez Lightspeed Ventures, qui du coup animait un panel sur l'augmented reality, la virtual reality. Donc elle m'avait rappelé un peu affolée en me disant « Mais attends, tu as peut-être pas lu mon résumé, mais je suis plutôt sur le consumer goods et donc je ne connais rien à cette partie-là. » Je lui dis « Tant mieux, parce qu'en fait, comme tu as une tête très bien faite, tu vas être bienveillante, tu vas les aider à structurer la conversation et ça va être quelque chose d'intéressant. » Et le meilleur compliment qu'on puisse faire à la communauté, c'est qu'elle m'a dit « J'ai appris énormément et je m'aperçois qu'en fait, les gens qui viennent nous voir, comme on est plutôt en série B et C, Lightspeed Ventures étant un gros fond, je n'ai pas accès à cette conversation-là, qui mélange les jeunes pousses, des start-upers qui viennent de Stanford ou de Berkeley, et en même temps des gens qui ont déjà levé beaucoup et qui sont déjà avec des revenus, parfois même en Chine, comme le TOT. Du coup, une relation qui est un peu plus sur du concret que... Concret ou émergent sujet, et puis avec un autre mindset, parce que le e-commerce, comme on se le racontait juste avant, c'est vrai que maintenant, quand on voit ce qui se passe avec les plateformes, c'est très différent, et du coup, chaque année, il y a des nouvelles inventions, le live stream, la connexion des influenceurs qui font que même ces personnes-là continuent à prendre de la conversation. Sur tout ce qui est effectivement émergent, on va revenir parce que vous avez une vision très large et c'est très intéressant. Alors du coup, je finis. Oui. C'est juste que Fab Ventures découle de ça. C'est-à-dire que l'été dernier, je me suis dit, mais c'est pas possible, pas cet été, mais celui d'avant. D'accord. Finalement, j'ai la communauté, mais le problème de financement, en particulier des minority founders et des female founders, reste le même dans la Silicon Valley. Non pas parce qu'ils sont misogynes et qu'ils n'aiment pas les femmes ou les minorités, mais comme chacun reste dans sa zone de confort et qui sont très très forts en B2B et en SaaS, il y a peu de VC qui investissent. SaaS, Software as a Service. Il y a peu de VC qui investissent dans le direct to consumer, donc les marques qui se créent avec des communautés et qui vendent des produits et des services. Et du coup, j'ai créé Fab Ventures et je suis en train de lever en ce moment avec des family office et des corporate ventures bienveillants en se disant que finalement, de cette conversation, sur le même principe, ils vont apprendre des choses, en particulier sur la data, la culture des communautés. Et en même temps, ça permet à ces startups, avant que les VC investissent, plutôt que d'avoir un business angel qui leur donne de l'argent et qui ne maîtrise pas le sujet, sous réserve qu'elles aient trouvé ou qu'ils aient trouvé des financements, de les aider, de les accompagner, en particulier sur 3 sujets. Le product development, donc
donc le développement du produit, la partie design, marque, retail, et enfin growth acquisition, parce qu'on en parle peu, y compris en France, mais c'est là où la plupart des startups achoppent, parce que pour gagner des nouveaux clients et les convertir, ça coûte beaucoup d'argent sur Google et Facebook, et qu'il faut avoir les talents. Souvent, ces startups n'ont pas les moyens d'avoir des talents de très haut niveau quand elles sont au démarrage. Du coup, ce fonds que vous êtes en train de constituer, il va viser à accompagner combien de ces startups? À peu près, alors c'est du seed stage, donc des tickets qui sont plutôt de $250 000 à 500 000. Hein, c'est avant les séries A et les VC. C'est plutôt 25 startups sur la durée d'un fonds qui est en moyenne de 7 ans. Elles sont toutes donc c'est à peu près 5 sur la côte ouest. startups. Alors elles sont toutes plutôt aux États-Unis. Oui. Ça veut dire que le fondateur peut être chinois, coréen, D'accord, indien, mais plutôt basé mais plutôt aux US. déjà entré aux États-Unis, parce que en fait ce que je décris sur la croissance et scaler, en particulier en direct to consumer, il faut être sur un gros marché, je pense, pour aller vite. Pour les profils de ces personnes, vous trouvez que c'est plus dynamique sur les US que sur l'Europe Non, je pense qu'il y a beaucoup de talents à Berlin, à Londres, à Paris. Je pense que la force de Paris, c'est d'être très fort sur ce que j'appelle la clean beauty ou la beauté des marques, hein, des matériaux. Il y a une culture française, l'héritage qui fait que, entouré par tous ces grands groupes du luxe et de la beauté, l'écosystème est très sain. Et donc je pense qu'il y aura des pépites internationales forcément qui vont venir de France. Londres est assez intéressant dans le sens où les VC investissent beaucoup aussi sur les marchés du Moyen-Orient, la modest fashion. Je pense à Anne Sweeting qui investit chez Vautier sur des plateformes qui sont que sur le Moyen-Orient et qui permettent à ces personnes-là de s'exprimer avec élégance et en même temps de trouver ce qu'elles cherchent. Berlin est beaucoup plus retail ou optimisation, ou à nouveau très clean beauty, très vegan, non toxique, très averti là-dessus. Donc je pense qu'il va y avoir des champions internationaux qui viendront de l'Europe. Et il y a des fonds qui les suivent de près sur l'Europe aussi. Oui, alors on ne parle pas toujours des mêmes montants entre Non, il y a Utopia qui était dans le consumer goods, qui a déjà lancé Oh My Cream et Merci Andy. Il y a aussi Felix Capital que vous devez connaître dans la mode à Londres, qui a investi dans Business of Fashion. Donc je pense qu'il va y avoir d'autres plateformes qui vont naître. Après, on revient quand même sur le fait qu'il faut des plateformes sur des gros marchés. Donc, c'est assez facile de créer une marque et d'avoir un grand groupe intéressé et qui la rachète. C'est plus compliqué de créer une plateforme retail contente avec des produits ou des services sans avoir un marché d'envergure. Donc, soit ça devient européen, soit il faut qu'ils arrivent aux États-Unis. Et dans ce cas-là, bienvenue en Californie. Sur la concentration des marques de beauté, vous voyez une accélération justement de l'intérêt des grands groupes, de la constitution peut-être de groupes au niveau de la beauté, un renforcement de structures de plus en plus solides, ou est-ce que justement le dynamisme de la beauty tech fait que c'est un peu en train d'éclore de partout? Alors je pense qu'il y a beaucoup de confusion et de chaos. Je vais prendre le marché américain. La FDA, par exemple, regarde très peu ce qui se passe. Donc l'autre fois, je donne un exemple, il y avait une marque qui s'appelle True Organics, qui n'a rien d'organique. Normalement, la législation française ferait qu'il ne pourrait pas utiliser ce mot. L'entreprise serait fermée, il y aurait un blogueur ou 50 millions de consommateurs qui feraient un papier, il y aurait un vrai problème. Là-bas, ils font plus de 10 millions de revenus et ils ont bootstrappé. Ils sont à Los Angeles et leurs produits, quand vous les voyez, ressemblent à des rainbows en termes de couleurs. Voilà, il n'y a rien d'organique. Donc je pense qu'il va y avoir une nouvelle vague que j'appelle la nouvelle clean beauty qui sera beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus puriste. Je pense qu'il est intéressant pour les grands groupes, il y a deux choses. C'est soit les communautés, parce qu'en tant que fondateur, si demain vous créez votre entreprise, vous allez vous exprimer sur les réseaux sociaux et en même temps avoir ce que j'appelle un purpose, hein, c'est une mission sur Terre, pourquoi vous avez créé votre entreprise, et des valeurs. Et contrairement à moi, CEO de Lancôme, quand j'étais patronne, hein, qui s'efface derrière la marque et qui a quelques public appearances bien organisées par les équipes de relations publiques, là, vous exprimez tous les jours, en fait. Donc je pense que ces communautés qui peuvent naître de manière très précise vont permettre de connaître beaucoup de choses en termes de data, de compréhension du client, de ses motivations, et là peuvent intéresser un grand groupe, que ce soit, je dis n'importe quoi, le cheveu curly des Noires américaines ou l'acné d'adulte,
ou la ménopause. Oui. J'en parlais l'autre fois avec une partenaire qui investit et qui disait c'est incroyable, il n'y a pas de plateforme qui est née là-dessus alors qu'il y a beaucoup de problématiques. Voilà. Sur l'évolution justement de ces investissements, les atouts des jeunes marques, jeunes ou en tout cas celles qui sont en train de grandir, on voit qu'il y en a quand même beaucoup qui peuvent prendre les mêmes positionnements. D'après vous, quelles seront celles qui arriveront à passer le cut, à grandir encore ou à être achetées par un très grand groupe? Alors je pense qu'on revient vraiment à, moi je dis toujours purpose-driven and data-driven founders. C'est des entrepreneurs qui ont vraiment une vision et qui veulent résoudre un problème. Quand les fondateurs de Airbnb ont fondé Airbnb, ils disaient c'est pas possible, on peut pas toujours aller dans des hôtels, il faut qu'on trouve une solution, et ils ont voulu résoudre cela. Uber d'une autre manière. Donc c'est très compliqué quand on est un fondateur de juste dire je suis sur, par exemple, on parlait de la clean beauty, ou je suis sur la circular economy, et de rester générique. Soit vous avez quelque chose, vous êtes le meilleur à, soit vous avez trouvé une façon d'exprimer vos messages de manière virale et assez forte, qui font que vous émergez. Soit c'est très compliqué. Donc on revient en fait à des fondateurs qui sont assez complets, ce que j'appelle en américain self-aware, qui savent leurs forces et leurs faiblesses et qui du coup ont une équipe de talents autour d'eux. La plupart de ceux que j'ai vus réussir, c'est souvent des gens qui ont des entrepreneurs qui les conseillent au démarrage, comme des mentors, et qui au fur et à mesure gardent des boards avec des sièges indépendants, en plus de leurs investisseurs, ce qui leur permet, même dans des réunions très financières, parce que ça va très vite en croissance, de garder la vision et la capacité à exécuter cette vision. Donc je pense que les champions pour revenir, c'est des gens comme toute personne qui réussit, qui sont forts en management, qui ont une vision et qui ont une capacité à exécuter de manière redoutable. Vous vivez sur la côte ouest américaine. Oui. Vous me disiez tout à l'heure que la côte ouest américaine, c'est pas les US en termes de culture. C'est vraiment, il y a des différences entre Los Angeles, la Silicon Valley et New York, ça n'a rien à voir. Vue d'Europe, on a souvent, même si on est un peu au courant que c'est pas tout à fait pareil entre New York et la côte ouest, mais on a souvent l'impression que les US, c'est un marché à part entière et que tout est pareil. C'est quoi la différence finalement entre ces trois pôles ? En client, il y a plein de points communs, mais dans les écosystèmes en tout cas, New York, comme vous le savez, est beaucoup plus proche de l'Europe, culturellement, avec une passion pour les beaux objets, les belles marques, les beaux produits, etc. Et une culture retail très forte et de médias très forts. Je pense que la Silicon Valley s'est créée quand même autour de la tech, avec, même s'il y a eu beaucoup de marques dans la beauté, dans la mode qui venaient de Californie, que ce soit les jeans Los Angeles ou les marques de beauté comme Bare Essentials dans le passé, etc. C'est autour des plateformes et de la data. Donc il y a une culture qui fait qu'ils partent de la communauté du client plutôt que de la marque, du produit et de la multicanalité. Donc ils partent de cette communauté et ils résolvent un problème, ils essayent d'engager les personnes dans la durée et d'être sûrs que c'est des clients fidèles, et ensuite ils utilisent tous les moyens possibles pour grossir et toucher une population plus importante. Donc le mindset est un peu différent. Et Los Angeles, je pense que la caricature, ça serait de dire tech, guys, engineers pour San Francisco, c'est plus des gens qui viennent de l'entertainment, avec les grands studios, je vous apprends rien, avec Snapchat, qui s'est créé comme plateforme là-bas, mais aussi des Honest Company en beauté, donc des cultures de plateforme. Et en même temps, des gens qui sont plutôt des lifestyle entrepreneurs, donc des gens qui, on revient, qui ont un but, qui aiment la vie, qui se soucient de l'impact qu'ils ont sur la planète ou sur leur corps, et qui sont très obsédés par la sustainability, la circular economy, la clean beauty, et du coup qui sont des gens intéressants dans le sens où la beauté fait partie du wellness, où la mode fait partie d'une expression de soi-même, avec des valeurs très fortes. Du coup, aujourd'hui, j'ai un projet de marque, ou je suis une jeune marque qui est déjà établie sur le marché européen, et je veux me lancer sur les US. Vaut mieux que j'aille à Los Angeles ? Alors je suis un peu biaisée parce que moi je vis à San Francisco et je déménage à Los Angeles, donc pour moi Los Angeles is the place to be parce que je pense qu'il y a aussi des passerelles avec l'Asie, et comme vous savez, et dans le luxe et dans la beauté, la Chine et Singapour avec tous les marchés de l'Asie du Sud-Est comptent beaucoup, avec une population très jeune. Il y a des perspectives, et des perspectives, voilà. C'est intéressantes. Et je pense que Los Angeles a la capacité à comprendre la tech, toute cette partie de... Ça veut dire que si vous êtes fondateur à Los Angeles et que vous n'êtes pas très fort sur cette partie-là, vous allez vous trouver un CTO ou un COO qui soit très fort pour vous aider à avoir le bon site, il y a les compétences, en fait. L'algorithmie, exactement. Sur l'Asie, parce que vous voyagez aussi beaucoup en Asie. Oui.
J'essaye. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau tech en Asie. Comment vous voyez l'évolution des acteurs asiatiques ? Qu'est-ce que vous percevez quand vous allez en Asie sur justement toutes ces jeunes marques ou en tout cas tous ces nouveaux acteurs ? Alors c'est fascinant et je ne suis pas l'expert de la Chine et de l'Asie, donc je le dis avec beaucoup de modestie. J'y étais encore la semaine dernière parce qu'on avait la première réunion Fab Shanghai. J'ai l'impression qu'en fait la capacité à avoir intégré par les super apps comme WeChat avec le paiement, le contenu, la prescription, des nouvelles plateformes retail qui poussent, alors qu'on se dirait mais non, le retail ça y est, tout est pris, Alibaba, Tencent, Weibo, comme Pinduoduo où il y a 4 ans quand KT Innovation m'en parlait, je me souviens encore de Denis me racontant l'app, je regardais, il me disait c'est le Groupon pour les villes chinoises, plutôt 2e ou 3e tier. Ça correspond à quoi en fait ? Et en fait, c'est un discount, comme si vous recevez ce code par exemple, où vous envoyez à vos amis le fait que vous pouvez bénéficier d'une réduction sur des chaussures ou sur une marque de beauté, etc. Et donc 3 ans plus tard, Pinduoduo fait 30 millions de consommateurs et a une valorisation boursière de 25 milliards. Quoi. Ça va vite. Voilà, ça va vite. Vous m'auriez dit ça il y a 3 ans, j'aurais dit, mais j'ai vu, il y avait des bugs, c'est pas possible. Donc je pense que la capacité d'avoir intégré et le commerce et les réseaux sociaux, c'est très différent aux États-Unis, puisque les États-Unis, il y a Amazon d'un côté, si je caricature, et bien évidemment Instagram ou Facebook ou Pinterest qui vont essayer d'aider ces nouvelles marques à vendre, en plus de leur site. Mais le retail et le social media sont quand même pas totalement intégrés. Sans parler du paiement, vous demandez en moyenne dans la Silicon Valley combien de personnes ont Apple Pay. Je pense que vous seriez surpris par le chiffre parce que c'est pas un réflexe d'intégration. D'accord. Donc je pense que ça a permis à des grandes marques, on parlait de Lancôme tout à l'heure, mais des grandes marques de luxe de très bien réussir parce qu'elles ont parfaitement joué le jeu avec ces plateformes. Ce qui est nouveau et qui peut être intéressant, c'est des nouvelles plateformes qui permettent à des petites marques européennes ou américaines d'émerger sur ce marché chinois avec un service qui est le retail, les influenceurs avec les KOL, etc. Et tout un mode qui permet de rentrer sur le marché chinois. Donc je pense que c'est une première étape, puisque comme vous savez, tous les Chinois ont leur VPN ou en tout cas sont renseignés par leurs amis qui vivent aux États-Unis sur les nouvelles marques. Donc peut-être que pour l'instant, Tata Harper est à la mode ou Glossier. Je pense que dans le futur, ça pourrait aller beaucoup plus loin que ces marques importées, mais des Chinois qui ont soit été éduqués en Chine, soit éduqués aux États-Unis étant revenus en Chine, et qui est à nouveau un purpose, un but, une vision, des valeurs, qui s'occupe de vraiment travailler la traçabilité et la transparence sur la qualité des produits, et qui du coup créent leur propre entreprise qui pourrait devenir globale. C'est super intéressant, ça veut dire que ces jeunes entrepreneurs chinois, ils ont intégré ce qui fonctionnait finalement sur la côte ouest américaine, sur le sens, sur la qualité produit, sur les ressources nécessaires, et ils l'ont intégré, ils sont en train de le faire fonctionner sur le marché chinois. Il y a une attente du consommateur chinois pour ça ? Alors, je suis assez persuadée qu'avec toutes les crises qu'on a vues sur le luxe ou autre, que le Proud China ou Proud Chinese, ça va être un moteur important. Moi, ce qui m'a fascinée en visitant les malls à Shanghai, c'est qu'il y a beaucoup de messages implicites, pas encore explicites, sur le développement durable, l'impact qu'on a sur la planète ou autre. Je donne l'exemple d'un des malls où il y avait déjà Allbirds. Vous connaissez cette marque de sneakers, des sneakers californiennes, mais que tous les VC mettaient il y a quelques années et qui maintenant sont beaucoup plus larges que juste l'écosystème San Francisco, et qui est basé sur une laine qui vient de la Nouvelle-Zélande, beaucoup d'efforts sur l'impact sur la planète et le côté recyclable des ingrédients. Et donc là, ils avaient une vitrine avec Leonardo DiCaprio dans la vitrine, qui est leur égérie pour l'Asie. Et je me disais, c'est quand même incroyable. On est à Shanghai et il y a déjà beaucoup de choses qui vont dans le sens de se dire, c'est quoi l'après ? On a un impact sur la planète qui est monumental. Et je pense que ça peut aller beaucoup plus vite en Chine que ça ne l'a fait aux États-Unis ou en Europe. Où Stella McCartney, si on repense à ses messages sur la mode, ça date d'il y a une douzaine d'années, j'allais dire. Et maintenant, on voit beaucoup de sujets émerger, les grands groupes prennent le relais,
Mais c'est vrai que c'est plus récent que ça n'en a l'air. Une parenthèse sur justement le Fashion Pact qui a été annoncé Oui. à Biarritz cet été. Je crois que c'est une obsession. Ouais. C'est-à-dire que, alors je prends Everlane que vous devez connaître à San Francisco, qui est sur la transparence de ce qu'ils font et comment limiter l'impact sur la planète. Donc là on est sur du prêt-à-porter. Voilà, prêt-à-porter. Ça veut dire que ce type d'entreprise qui s'est créée, je pense qu'il n'y a pas une entreprise maintenant créée par un fondateur dans la mode ou les accessoires sans qu'il y ait une notion de recyclable, no plastique, zéro waste, etc. Après, ça prend des formes différentes. Je pense à Unspoon, par exemple, à San Francisco. Ils font sont quoi sur des caméras 3D qui permettent de customiser un jean. Sur le coup, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Mais en fait, tout leur sujet, c'est de dire finalement 80% des femmes ont un jean qu'elles ont acheté mais qu'elles n'ont jamais mis parce qu'elles en avaient marre d'essayer et puis elles ont fini par l'acheter mais en fait ça leur va pas, elles le mettent pas. Si vous utilisez notre méthodologie, vous aurez le jean qui vous va en fait. Donc chacun, que ce soit sur le recyclable ou la circular economy, donc les plateformes aussi qui sont en train de pousser, comme vous connaissez Rent the Runaway bien sûr, mais le TOT aussi, qui est un système de location par mois, qui viendra acheter Lord & Taylor. Oui, c'est voilà. ça, qui vient de s'offrir un réseau physique aux Vous États-Unis. avez Treadsy qui est à Los Angeles, qui est sur le second hand, un peu comme des Real. En fait, toutes ces plateformes commencent à montrer aux personnes que, imaginez, vous en avez marre de votre costume, c'est pas juste je le donne à une charity, ce qui est faux, puisque la plupart du temps, c'est pas utilisé, mais c'est de se dire, finalement, ce vêtement pourra avoir peut-être une durée de vie d'1 an de plus, ou même 2 ans de plus. Qu'est-ce que je fais, moi, individuellement, pour aller en ce sens? Donc, que ce soit les entrepreneurs ou leurs clients millennials, je pense que c'est une obsession. Et la Gen Z qui arrive, je pense que c'est encore plus intégré, en fait. Et ça, c'est valable en Europe, aux États-Unis, mais ce que Aussi vous en dites, Chine. aussi en Chine. Absolument. C'est quand même un des grands changements, comme vous disiez, ça va très vite, mais c'est quand même un véritable changement dans la culture, l'approche de la production de prêt-à-porter et de produits de beauté sur l'Asie. Oui. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si, pour connaître plusieurs verticales, Oui. c'est comme si le mouvement était venu d'abord sur consumer goods en nourriture et en boisson. Ensuite, sur la beauté. Donc, on mangeait vegan, on faisait attention à la liste des ingrédients, les local farmers, etc. Ensuite, sur la beauté, avec toute la vague non-toxique, vegan, simplifier les formules, etc. Et je pense que là, c'est en train d'arriver sur la mode d'une manière ou d'une autre. En tout cas, qu'il y ait une prise de conscience. Je ne pense pas que les clients soient à juger les marques en se disant, voilà, au-delà du phénomène fast fashion, mais de se dire, moi, j'ai un rôle à jouer. Il faut aussi que je réfléchisse à pourquoi j'achète ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Donc ça va dans le sens d'une très haute qualité, de durer longtemps, mais aussi d'avoir un temps second après l'utilisation du vêtement ou de l'accessoire. Pour les marques européennes qui peuvent écouter le podcast, qui sont justement bien développées sur ces questions-là, qui ont déjà un propos. Je ne sais pas répondre en tant que VC série B, je sais que j'ai eu des débats avec eux. Je pense qu'ils ont le choix entre aller aux États-Unis ou aller en Chine. Si vous me demandez, je pense que c'est plus facile d'aller aux États-Unis que d'aller en Chine, parce que même si le retail est très différent aux États-Unis, aller en Chine sans avoir une équipe chinoise de très haut niveau, c'est quand même très très compliqué. Oui. Voilà, donc bon, je vois des VC recommander à des startups européennes d'aller en Chine. Peut-être qu'ils ont raison et que c'est moi qui me trompe. Donc, Mais il y a quelques freins, d'après vous, à une expansion chinoise. On revient au talent. Oui. Il faut avoir des bons talents sur place aussi. Ouais. Sur les réunions que vous faites justement avec CVC, vous disiez que vous aviez des réunions avec Fab déjà en Chine aussi. Oui, absolument. Vous développez des passerelles entre ces acteurs, des relations, des échanges? Oui. Alors là, on avait 2 investisseurs sur scène, une entrepreneuse sur la Sustainable Fashion justement, et une plateforme, et un KOL qui allait lancer sa marque de fond de teint, Rian Mo. Donc KOL, ce sont les influenceurs. Oui, tout à fait. En fait, on crée des passerelles alors sur l'Asie, parce qu'on est aussi à Séoul, à Singapour, à Manille et à Hong Kong, on est en train d'ouvrir, et à Tokyo. Et en même temps, j'ai par moment des entrepreneurs qui sont à Singapour, qui viennent à Los Angeles et qui nous demandent des contacts en fait avec soit des entrepreneurs, soit des investisseurs à Los Angeles ou ailleurs. Donc les passerelles se font et on a commencé la conversation sur le fait que d'être multiculturel et de comprendre d'autres cultures, donner une ouverture et une agilité. Donc je crois beaucoup en fait à la création de passerelles. Sur les analyses, quand ils discutent entre eux, ils parlent de quoi finalement? Il y a plein de
sujets communs. Alors, par exemple, dans les marchés indonésiens ou aux Philippines, qui sont des très gros marchés, on est complètement sur ces plateformes de mode et de notions de vêtements qui vont être utilisés par d'autres personnes derrière. On est beaucoup sur l'AI, le machine learning, comment en fait comprendre de ces données tout en respectant la vie privée de nos clients et la sécurité. Donc il y a des sujets soit très techniques, soit beaucoup plus de comment je lève, comment trouver des investisseurs. Donc je pense que les marchés qui sont les plus compliqués en ce moment pour les investissements, c'est l'Amérique latine et l'Afrique, parce qu'on a beaucoup de talents, que ce soit des gens de business, des gens qui pratiquent, je pense au mobile, au Nigeria, au Ghana, ou au Mexique ou au Brésil, qui sont vraiment à tenir très très bien la route en tant qu'entrepreneurs. Par contre, l'écosystème financier est un peu has-been, avec, je pense, les grosses fortunes qui investissent plutôt sur des marques comme un peu des private equity, sur des gens qui ont déjà beaucoup de revenus, plutôt que de jouer sur les startups. Donc, ils sont obligés soit de voyager aux États-Unis et de trouver un visa et de trouver une solution, soit de créer des passerelles et de se faire connaître d'une manière ou d'une autre en fédérant des deals avec un investisseur qui est local, imaginé à Singapour, mais avec des passerelles avec d'autres investisseurs qui pourraient être américains. Une jeune entreprise qui veut justement lever des fonds, comme vous disiez, c'est toujours la question de trouver le bon partenaire. Quand on discute avec ces entreprises, ils ont à la fois l'envie de trouver des gens pour les soutenir, mais ils ne savent pas trop comment le faire. Ils ont la peur de la perte de contrôle. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil justement pour valider, cocher les bonnes pratiques, les bons tips pour ces jeunes entreprises? Alors il y a un sujet qui est quel est le projet que vous avez sur votre entreprise, parce que toute solution, je pense à Anastasia de Beverly Hills que vous connaissez sur les eyebrows, les sourcils, pardon, si j'arrive plus à parler français, qui a mis peut-être 14 ans à bâtir son empire et qui maintenant a d'autres sujets en fait, mais elle a mis beaucoup de temps en fait, même si elle était déjà très connue avec Oprah Winfrey qui venait, etc. Soit vous voulez scaler très vite et là il faut accepter une partie de dilution du capital et de perte de contrôle avec les risques que ça a, soit vous voulez maîtriser votre croissance. Donc en fait, je vois moi en ce moment, en particulier en télémédecine, sur la prescription, la partie beauté personnalisée, des levées de fonds gigantesques sur la beauté. Quand je dis gigantesques, quand on lève plus de 100 millions, c'est quand même beaucoup. Soit des boutiques VC, je fais exprès, qui sont des VC qui ont des fonds de 200 millions et qui aident ces gens-là à lever plutôt 10 ou 20 millions. Et après, la première étape de tout ça, c'est avant tout de se dire... Est-ce que je peux bootstrapper une fois que j'ai fait le Love Money et créer des revenus? Parce que je rappelle que lever, c'est un moyen pour grandir. Souvent, essayer de trouver des business angels locaux qui sont bienveillants. Ça peut être par moments des gens dans le luxe qui ont eux-mêmes un gros job, mais qui sont appétents en fait, aux startups et à ce qui se passe, et qui sont énergisés aussi des conversations, qui apprennent de cela et qui sont plutôt attentifs et qui ne sont pas juste à donner un chèque, mais à essayer d'aider ces gens-là en mentor, en les conseillant. Et ensuite... Il y en a beaucoup, oui. Mais après, il faut les trouver. C'est compliqué parce que c'est très fragmenté, c'est du bouche à oreille. Voilà, donc c'est pas simple. Et après, une fois que ces business angels sont dans la place, en général, c'est là où les VC, quand vous commencez à avoir les premiers métriques qui montrent que vous êtes en croissance, que vous avez un territoire clair et solide, et que vous êtes cohérent dans vos actions, qui peuvent s'intéresser à votre start-up. Ce que j'ai vu, alors je donne les chiffres de la Silicon Valley, moi quand je suis rentrée sur la beauté et la mode il y a 4 ans, où c'était pas mon sujet en plus, mais quand je voyais les gens, la plupart des VC rentraient quand l'entreprise faisait 10 millions de revenus en dollars. Maintenant, ils rentrent à 3 ou 5 millions et je soupçonne la plupart d'entre eux de ne pas communiquer qu'ils mettent des petits tickets pour entrer dans la conversation encore plus tôt. Ce qui fait qu'il y a une bataille de l'argent pour ces startups. Alors, ce qui paraît dingue, parce que chaque fois que je dis ça à un entrepreneur, il se dit « mais moi, je trouve pas ». Voilà, donc c'est très fragmenté à nouveau, etc. Mais il y a une bataille entre les private equity, les corporate ventures qui commencent à regarder un peu plus tôt, et puis les VC qui jouent leur rôle, et enfin les business angels. Donc il y a beaucoup d'argent. Tout le monde veut rentrer le plus tôt possible finalement. Il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de bêtises de fait. Donc il ne faut pas lever pour lever, il faut lever ce dont vous avez besoin pour grandir votre entreprise. Faire rentrer trop d'argent au mauvais moment, c'est pas forcément la bonne idée. C'est assez tragique, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai vu des échecs totaux et fulgurants, parce qu'en fait, si vous avez beaucoup d'argent, la pression de vos investisseurs, c'est de grandir vite, ce qui fait que vous allez développer des produits très très vite.
Et du coup, vous n'êtes pas très regardant sur la qualité. Et il suffit que du coup, vous perdiez vos clients après les avoir acquis douloureusement et coûteusement pour que le modèle vertueux devienne un modèle toxique. D'accord, et là ça va très vite. Et ça va très vite, oui. D'accord. Juste pour parler un peu de la manière dont vous voyez les marchés évoluer, vous parliez de nouveaux types de plateformes qui sont en train de se mettre en place en Asie, pousser de la seconde main et de la circularité des produits. En termes digital, vous voyez les choses aussi avancer, il y a plein de choses qui sont en permanence en train de sortir. Vous parlez de l'IA, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les 2 années à venir, même si c'est finalement dans ce secteur-là assez long, mais dans les 2 années à venir, vous voyez quoi prendre le pas ? Je pense que si on revient à la grande tendance qui est, que ce soit dans la beauté ou le luxe, d'être sur l'expression de soi-même, et puis dans un statut, on va avoir beaucoup plus de plateformes qui seront un mélange d'éducation, de contenu, d'aider les gens à trouver leurs repères ou à être collectionneurs ou à comprendre un sujet. On parlait tout à l'heure, par exemple, de la télémédecine. Si vous avez Hims & Hers font en ce moment tout leur développement sur la fertilité, les problèmes d'érection pour les hommes et de perte de cheveux, des choses qui sont assez tabous. Ils n'ont pas envie d'aller voir un médecin. Ouais. Et en même temps, ils peuvent avoir une prescription et avoir quand même une version qui pourra, dans le futur, être de plus en plus personnalisée par rapport à qui ils sont. Et en même temps, un modèle de souscription qui leur permet d'avoir, de manière simple, un envoi de produits à domicile. C'est pas pour ça que Hims & Hers, qui a levé énormément, va pas faire des boutiques ou des pop-up ou une présence physique, parce qu'on revient toujours en fait à une expression humaine qui fait que quand on achète ces produits ou ces services, on a envie d'avoir une expérience qui soit immersive, j'en sais rien, sur le digital, vous êtes influenceur et je suis connectée à vous et vous me donnez des conseils sur mon mascara, et en même temps je suis connectée à plein de gens, j'apprécie parce qu'ils font partie de la même communauté. Donc on revient à une émotion qui a toujours été le moteur fondamental de la beauté et du luxe, de self-esteem, donc de confiance en soi. Donc ça change pas. Après, ça sera un mélange de physique et de digital. Je crois beaucoup à la partie prescription par les pairs et beaucoup plus micro-influenceur que ça ne l'est maintenant. Ouais. Parce que on a fini par oublier, les KOL ou les influenceurs, ça fait pas très longtemps que ça existe. Les métiers de journaliste dans la beauté ou la mode sont des gens qui sont quand même avec des dossiers de fond, qui allaient beaucoup plus loin. En revanche, une communauté qui donne des revues sur des produits et des services, qui s'aident et qui s'entraident avec une compréhension très forte d'un sujet, ça, je suis assez sûre que ça va continuer à se développer. Et en plus avec des nouvelles générations qui sont naturellement tournées vers ces échanges-là. Oui. Ce qui est intéressant, c'est on a déjà amorcé ça finalement, cette notion d'acteur du digital qui va vers le physique. Il y a Everlane qui a ouvert des boutiques aux États-Unis, Le Tot qui a acheté donc un réseau physique. Ça c'est intéressant, mais c'est aussi peut-être piège pour ces entreprises-là dont c'est pas la culture, le physique, le contact direct avec le client. Comment ils font pour appréhender l'omnicanalité des choses? Alors, je pense qu'ils raisonnent plus en se disant qu'une marque digitale qui ne s'exprime pas en physique, elle n'existe pas. Donc, c'est plus comme des flagships ou des... Moi, j'étais très impressionnée à West Hollywood par The Real Real, où il y avait un corner entier Chanel. Je sais qu'effectivement, ils ont un petit conflit. C'était magnifique, je dis honnêtement, parce qu'ils parlaient de la marque, etc. Je vois un nouveau concept qui est sorti à San Francisco, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Restore. Le principe, ils sont backés par Sequoia, même si c'est une jeune pousse. Ils ont à chaque fois l'histoire du fondateur, que ce soit des lunettes de soleil, des bijoux sustainable ou une marque de beauté, avec la photo du fondateur, son histoire et ce que résout l'entreprise et la start-up mise en avant. Donc ils ont à peu près 60 marques qui vont aussi bien de modern fertility, donc on est dans la tech et la prescription et aider à la fécondité, à des choses qui sont beaucoup plus urban street et urban life, à la beauté. Et donc ça va être intéressant parce que sur le coup, quand vous voyez la boutique, vous ne pouvez pas tomber de votre chaise en disant « Waouh, impressionnant ». Je pense qu'en fait, il y a une nouvelle forme d'épure. Je voyais la boutique à nouveau, on parlait de Allbirds, Everlane, c'est très simple, ils font hyper attention dans les matériaux utilisés à ce qui se passe. Les gens qui sont là sont plus en train de connecter avec d'autres gens qui sont aussi clients, et d'avoir quand même un conseil plutôt que de recevoir leur paire de chaussures ou autre à la maison. Mais on va revenir à la notion de communauté, en fait. Je voulais finir en tout cas on va voir, mais finir sur le prêt-à-porter. On va dire que c'est
d'une phase de transition complexe pour beaucoup de marques de prêt-à-porter, parce qu'elles doivent gérer deux transitions, une transition digitale qui remet en cause souvent leur réseau physique, et une transition écologique, sociale. Gérer les deux en parallèle. Vous voyez des gens réussir ça, ou vous dites c'est plutôt ces nouveaux acteurs qui sont en train de se développer, ces nouvelles plateformes qui sont en train de prendre des réseaux physiques, qui seront les acteurs forts de demain? Je pense qu'il y aura toujours des très grandes marques avec une puissance mondiale et un réseau physique et digital qui font leur force et leur puissance. En revanche, je pense que chacun peut apprendre des autres. Donc moi, je crois beaucoup à l'interpénétration des écosystèmes, c'est-à-dire un entrepreneur côtoyant certains mentors qui viennent de ces cultures-là pourrait comprendre des choses beaucoup plus vite. Et dans l'autre sens, ces grandes corporations, si elles sont bienveillantes, sans être dans la notion de possession tout de suite, merger acquisition, ou c'est mon award, ou c'est mon pitch, mais plutôt dans une logique de conversation, quitte à ce que ça soit pas un enjeu de communication, mais plutôt de compréhension. Je pense que chacun a à apprendre les uns des autres, donc je crois beaucoup à cette interconnexion des écosystèmes. Odile Rougeol, merci. Merci beaucoup.